Merci beaucoup Corinne de cette intervention qui va nous donner matière à réfléchir sur les fondements de l'éthique et du droit et peut-être notre manière justement d'habiter la Terre, de traiter les autres êtres vivants et peut-être une invitation à nous décentrer. Alors on a vu dans les deux premiers exposés finalement combien la justice peut être hétérogène quand il s'agit finalement de s'appliquer à des objets aussi divers que justement la famille ou les êtres vivants. Et on va voir aussi maintenant avec les deux derniers exposés, celui de Jean-Louis Lascaux et puis de Christine Criffaut, combien quand on rend justice, et on va revenir ici à l'institution judiciaire, eh bien il y a aussi diverses pratiques. Il y a des pratiques qu'on connaît dans des procès dans les tribunaux, il y a la pratique de la médiation, et combien il peut aussi, il y a une forme d'hétérogénéité de la justice dans les pratiques. Donc je vais laisser la parole d'abord à Jean-Louis Lascaux. Jean-Louis Lascaux est président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. C'est un juriste et un formateur en négociation. Il a été membre de diverses commissions ministérielles. Il est fondateur du Wikimédiation, l'Observatoire international de la médiation. Il est auteur de nombreux ouvrages, notamment la pratique de la médiation aux éditions ESF, et tu deviendras médiateur et peut-être philosophe, aux éditions aussi médiateur. Il a dirigé aussi des ouvrages collectifs, psychologie morale, autonomie, responsabilité et rationalité pratique. Et nous allons l'entendre bien sûr sur sa pratique très diverse de la médiation. Merci. Merci, et c'est justice de dire que merci à Laure Quignard d'avoir pensé à m'inviter pour présenter la médiation professionnelle et parler de, en fait, la résolution des conflits. En fait, j'imagine depuis longtemps qu'il serait possible de marcher dans les rues et de parler philosophie, comme Socrate peut-être le faisait et était de ce fait très provocateur. J'ai effectivement écrit un petit ouvrage qui est fondé sur le livre 7 de la République de Platon, l'allégorie de la caverne, qui s'appelle « Et tu deviendras médiateur et peut-être philosophe ». En fait, c'est ambitieux. Quand on fait de la médiation, on aborde directement la question de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est équitable et ce qui n'est pas équitable. Pour moi, l'idée de justice, en fait, revient à poser une question. D'où vient cette préoccupation de l'idée de justice? C'est un mythe. Ma réponse, c'est que c'est un mythe. C'est une erreur, une illusion, une tromperie, un mensonge. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas plus de justice qu'il n'y a d'horizon. Il n'y a pas plus de justice que le soleil se lève le matin. Le soleil ne se lève pas. C'est une mauvaise nouvelle ou c'est une bonne nouvelle? C'est une idée qui est rattachée au monde divin, à l'époque où les gens étaient ignorants. On a appris un peu plus de choses. On sait que le divin est quelque chose qui est réparateur. Quand on est inquiet, on a besoin de croire. L'idée de justice, c'est la même chose. C'est rattaché à cette idée-là. Et si je vous dis ça, c'est rattaché à une expérience. C'est vrai que c'est un peu brutal de raconter des choses comme ça, en disant que le thème d'aujourd'hui est une illusion, mais c'est vrai que c'est une question permanente. À savoir, qu'est-ce qui va permettre aux gens de sentir, de vivre l'idée d'une justice en soi? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle chacun aspire? Pourquoi a-t-on besoin de ça? Mais parce qu'on a besoin de réparation. On n'appelle pas justice si on n'a pas besoin de réparation, si on n'est pas frustré quelque part, s'il n'y a pas un sentiment d'injustice. Effectivement, tout à l'heure, ça vous a été dit et redit, la préoccupation fondamentale dans cette recherche de justice, c'est d'être reconnu, le sentiment d'être reconnu. Quand je ne me sens pas reconnu, ben, j'ai besoin d'avoir une réponse qui va être la justice, de rendez-moi justice. Merci. J'ai trouvé aussi une autre question chez Platon. Il y a dans le livre 2 un mythe, le mythe de Gigée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un berger qui trouve un anneau et qui lui permet à un moment donné de disparaître. Et en fait, Platon utilise cette allégorie, ce mythe, pour illustrer le pouvoir que certains ont
de se cacher, c'est de faire des délits d'initié en quelque sorte. Et ce pouvoir qu'on peut avoir, c'est celui de se cacher des autres. C'est vrai que la tendance des hommes, vient à dire le philosophe, c'est que ils n'ont pas la capacité réelle d'être justes entre eux. Alors, cette capacité réelle d'être juste entre eux va faire qu'on va mettre en place des tribunaux, puisque les gens ne vont pas être capables d'être bons, de faire le bien, de rendre le juste. Alors on met en place des tribunaux qui vont renvoyer les gens dos à dos, qui vont faire qu'on va chercher une réparation assez illusoire, et en fait on va punir l'un qui va être peut-être coupable de quelque chose, mais la victime elle-même va peut-être être aussi coupable d'autre chose. Donc on va créer, avec un système qui a pour vocation de réparer, on va créer un système injuste. Moi je me suis intéressé à quelque chose qui est d'empêcher les gens de créer une relation d'injustice entre eux. De créer en fait un contexte d'une inimaginable discussion, animé par un tiers extérieur qui s'appelle un médiateur. C'est pas un juge, hein, c'est souvent confondu avec le juge, avec le conciliateur, avec un arbitre. C'est mélangé dans la représentation américaine, c'est mélangé avec l'idée des modes alternatifs de résolution des conflits. C'est-à-dire qu'on mélange là-dedans l'arbitrage, la conciliation, la négociation. Non, la médiation, c'est autre chose. C'est un moment où une discussion va avoir lieu entre des gens et qu'ils vont pouvoir prendre ensemble une décision libre. Ils vont pouvoir choisir la manière dont ils vont mettre un terme à un différend qui habituellement aurait été confié au divin ou à un arbitre quelconque, à un juge professionnel, plus capable que les gens de trouver leur propre solution. C'est vrai qu'on est dans une société de prise en charge qui est tout le temps en train de soupçonner les personnes de ne pas être capables de diriger leur vie. Moi, tout ça, ça me rend anarchiste, libertaire. Je n'ai pas envie d'avoir des gens qui m'expliquent comment je dois résoudre mes problèmes avec les autres. Oui, c'est pas facile de discuter avec quelqu'un, alors c'est vrai que je vais avoir besoin d'un secours, quelqu'un qui va venir me dire comment je vais pouvoir discuter avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va m'aider à m'apaiser. Tout à l'heure, c'est vrai que la médiation, c'est un outil pour s'apaiser. La justice, le système judiciaire n'est pas un outil pour s'apaiser. C'est un instrument de conflit permanent. On le voit, les gens sont renvoyés par-delà les décisions judiciaires à des conflits. Je parle non seulement des situations civiles, mais aussi des situations pénales. Mais je resterai sur la situation civile, parce que c'est plus confortable pour moi, puisque c'est mon expérience. Et je voudrais vous raconter une seule histoire. Et c'est seulement cette histoire que je voudrais vous raconter, sans faire de commentaires après. C'est-à-dire, je vous préviens déjà que je vous laisserai sur cette fin. C'est une situation d'un conflit entre un papa et une maman. Vous pourrez faire l'extrapolation après dans les situations d'entreprise. J'ai choisi exprès la situation de familiale, quoique ce ne soit pas le domaine dans lequel j'interviens le plus, puisque j'interviens le plus en entreprise. Mais cette situation familiale est tellement claire sur cette relation de justice, est tellement interrogative sur ce par quoi elle aboutit par rapport au système judiciaire, qu'elle se suffit à elle-même. C'est donc une maman qui est quittée par son mari parce qu'il a trouvé que la meilleure amie de cette maman était vraiment super, donc elle avait un bon choix de relation, et il s'en va avec elle vivre une nouvelle histoire d'amour. C'est donc, elle avait fait un bon choix, c'est vrai, elle avait raison, et elle est très jalouse. Donc comme elle est très jalouse, elle va mettre en place des stratégies conflictuelles pour tenter au départ de récupérer son mari. Voyant que ce n'est pas possible, elle va se venger. Elle va prendre conseil, et lorsqu'elle prend conseil, on lui explique que le mieux, ce serait qu'elle
elle empêche son mari de voir ses enfants. Ça serait une bonne vengeance, peut-être pour le faire revenir. Alors comment faire? Là, le conseil qui est là, nous sommes dans les années 2000, alors il faut bien savoir qu'à ce moment-là, il y a une tendance très forte pour accompagner les femmes qui vont être quittées dans des dynamiques conflictuelles spécifiques, dont celle-ci. Le conseil de cette personne de cette femme, lui dit, écoutez, choisissez, montrez-moi l'album photo de la famille. Et elle choisit dans ces albums photos des photos où le mari est nu avec ses enfants, 3 filles, dans la baignoire, sur le lit, nu, avec les enfants. Ces photos sont confiées au juge, qui regarde avec attention et scepticisme et gravité cette exhibition un peu gênante. Un soupçon que vous avez déjà en tête apparaît dans l'esprit du juge. Le juge est prudent et va nommer un expert pour savoir si vraiment il y a raison de soupçonner ce monsieur. La justice est en branle, pourrait-on dire. Et l'expert, lui, va rencontrer ce monsieur très peu de temps. Parce que le père, quand il se trouve face à l'expert, lui dit « Mais vous n'allez pas bien, de quoi vous m'accusez? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous êtes un pauvre taré. » Et je vous passe quelques noms qui n'ont rien à voir avec des noms d'oiseaux, mais plutôt des pratiques sexuelles, que le monsieur utilise pour qualifier l'inadmissible pour lui. Il sort. L'expert rend son rapport. L'expert rend son rapport en disant que ce monsieur avait une communication très instable, des comportements qui ont empêché l'expertise de bien se dérouler, qu'il y avait de quoi, en fait, soupçonner, effectivement, ce personnage d'avoir des comportements pervers. Le juge se protège et rend une décision de prudence quand même, de réserve, parce que quand il rencontre le monsieur, il rencontre un monsieur très en colère. Il rencontre également la compagne, la nouvelle compagne de ce monsieur qui était venu avec lui, parce que ce monsieur devient dépressif. Donc il a un comportement parfois cohérent et puis d'autres fois incohérent. Vous savez peut-être ce que c'est que cette situation de dépression. Et donc quand il rend sa décision, le juge décide d'envoyer ce monsieur dans les points rencontres. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent ce que c'est qu'un point rencontre, où il y a placé sous haute surveillance les personnes qui sont soupçonnées d'avoir des comportements pas moraux par rapport à notre référence actuelle de la morale. Pour le père, c'est une situation épouvantable. Dans le point rencontre, il lui arrive d'être agressif à l'égard du personnel, qui sont des médiateurs, dit-on. En fait, c'est pour moi, s'il y a des médiateurs ici, vous ne m'en excuserez pas, dans ce domaine, c'est pour moi des pré-gardiens de prison. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et les témoignages. Alors après, chacun a ses explications pour dire que oui, mais il y avait les mêmes explications pour ceux qui emmenaient les trains. Donc, c'est vrai que c'était une situation particulièrement heurtante pour ce monsieur. Était-il coupable? 3 ans s'écoulent dans ces conditions. La dame rencontre un nouveau compagnon. Une histoire d'amour se tisse. Elle se confie à lui, elle s'ouvre à lui de ce qui s'est passé, et il lui dit, c'est très simple, maintenant que tu m'as confié ça, c'est sympa, si tu ne rétablis pas la relation avec le père de tes enfants, je pars.
Alors, c'est dans cette situation de pression, hein, c'est cette menace qu'elle va chercher comment faire pour rétablir la relation. C'est allé très loin. Elle a convaincu ses enfants qu'il y avait une déstabilisation forte de la part du père. Elle est restée cohérente avec sa stratégie d'exclusion. Alors elle trouve dans un journal un article qui parle d'un médiateur. Et elle va prendre contact avec ce médiateur. Nous sommes en 2000. Hein, je rappelle ça parce que la médiation en est à cette époque encore à de grands balbutiements. On ne sait pas comment faire, forcément, comment organiser les rencontres, comment organiser, il y a des choses qui se font, mais les pratiques sont difficiles, c'est pas clair. La médiation familiale organise des démarches plutôt moralisatrices. Moi, je suis issu de l'entreprise et c'est moi qui vais faire, en fait, suivre cette médiation. Pas en direct, parce que tout va se passer par téléphone. La médiatrice qui reçoit la personne en direct, et moi j'écoute ce qui se passe par téléphone. Je vous raconte ce qui se passe, ça restera confidentiel quand même, ce que je vous dis là, autant que la relation avec cette personne. J'écoute pour suivre, parce que la médiatrice est très embarrassée. Quand elle entend cette histoire, elle est épouvantée. On se demande ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a du pénal? Comment on va faire s'il y a une mise en cause? Quel est le risque pour le médiateur d'accompagner cette situation? Alors, finalement, la personne raconte ce que je vous ai raconté. Elle dit que c'est pas vrai, que le père n'a jamais eu les comportements pervers en question, mais qu'elle a été conseillée et que c'était sa vengeance. Comment se sortir de là? Si elle va voir le juge, elle a peur d'être condamnée. Elle a peur d'être poursuivie. Si elle va, à qui confier cette histoire? Comment mettre en place quelque chose? Alors on décide de proposer au père une rencontre. Bon, on prépare la mère, on fait en sorte que les choses soient dites différemment. Et on va rencontrer le père qui, lui, est tout immédiatement. Il dit, j'accepte tout. Je mets un terme au conflit. Je m'engage à ne pas poursuivre, à arrêter les procédures d'appel. Et il signe un document dans lequel il met un terme définitif au rapport conflictuel. La justice, le système judiciaire ne sera jamais au courant de ce qui s'est passé. Lorsqu'on demande aux enfants, parce que la mère se rend compte que c'est très difficile pour elle de continuer à maintenir cette position, puisque les enfants vont revoir le père. 3 ans se sont écoulés. La plus petite avait 3 ans, elle a 6 ans maintenant. Et la plus grande avait 9 ans. Un mythe s'est mis en place dans leur tête, des histoires. Donc il y a une discussion, la mère demande à ce qu'on organise une discussion avec le père pour rétablir les choses, mais c'est difficile, parce que ça va être un aveu cinglant. Mais détrompez-vous, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. L'aveu n'était pas cinglant. Parce que quand le père a demandé à sa fille aînée, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Elle lui a répondu, tu sais, maman, il fallait bien qu'elle se défende. Bonne digestion. Merci. Merci Jean-Louis Lascou pour cette intervention qui confirme, ou en tout cas qui fait ce qu'on disait en introduction, que rendre justice, c'est peut-être pas rendre la justice, mais effectivement peut-être viser à apaiser les conflits. Alors je vais sans plus tarder laisser la parole à Christine Criffaut.
Christine Criffo est vice-présidente du Conseil général de l'Isère et je la remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui. Elle est avocate de profession et elle va jouer ici aussi le rôle de grand témoin sur son expérience d'avocate qui nous montrera combien peut-être les pratiques de la justice et le fait de rendre justice peut comporter de situations complexes et hétérogènes. Merci, je vais être rapide et effectivement vous donner un aperçu très pragmatique du sujet que nous traitons aujourd'hui, notamment à travers effectivement la famille, puisque c'est essentiellement cette partie du droit que j'exerce, non pas à travers un exemple, mais à travers une vision plutôt pratique de ces questions. Tout d'abord pour vous dire que le droit traite beaucoup de la famille. Vous avez énormément de chapitres, notamment du Code civil, qui traitent du mariage, du divorce, des enfants, de l'autorité parentale, des successions. C'est une part très importante de notre droit. Pour vous dire également que la justice, quand je parle de justice, moi, praticienne, je parle du système judiciaire, des tribunaux, des juges. Je ne dis pas qu'elle est encombrée, ce serait péjoratif, mais que notre système judiciaire traite énormément d'affaires familiales. Que c'est un contentieux extrêmement important dont traitent les juges et dont tous les auxiliaires de justice sont saisis. Donc la famille, le droit, la justice, c'est quelque chose de très consistant. Vous dire aussi, vous le savez, mais je crois que c'est important de le rappeler, qu'il y a vraiment un rapport fondamental entre la famille, le droit, la justice, que la famille est une composante de notre société, que la famille en France n'est pas la famille dans d'autres pays, que le droit familial en France a considérablement évolué et que le droit familial en France n'est pas le droit familial d'autres pays. Donc nous ne sommes pas dans l'absolu, nous sommes complètement dans le relatif. Que cette notion de famille en droit évolue énormément, surtout actuellement, et a considérablement évolué. La famille, ça n'est plus simplement ce qui est le mariage d'un homme, d'une femme, avec des enfants. La famille, c'est maintenant quelque chose de beaucoup plus large, et pratiquement notre droit, il en fait encore, mais des distinctions entre le droit ici du mariage et le droit ici de l'union libre, mais que, en tout cas en ce qui concerne les enfants, cette distinction n'existe absolument plus. On a parlé tout à l'heure des différences de statut entre les enfants issus des familles de gens mariés, non mariés ou adultérins, tout ça est complètement effacé. Donc c'est notre droit a considérablement évolué. De même, à l'intérieur du couple, les droits de l'homme et de la femme et des parents ont aussi considérablement évolué, puisque hommes et femmes ont exactement au sein de la famille les mêmes droits. Mais la notion de famille est encore susceptible d'évoluer, et on est là actuellement dans un débat complètement actuel, puisque on se pose encore la question, et ça, on n'est pas encore dans un cadre juridique, mais personnellement, je suis persuadé qu'on y arrivera, que la famille, est-ce qu'elle est fondée uniquement sur l'union d'un homme et d'une femme, ou est-ce que maintenant on élargit ce champ, et est-ce qu'on va l'élargir d'un point de vue juridique entre l'union de deux hommes ou de deux femmes. De même en ce qui concerne les enfants, vous connaissez également tous les débats qui ont lieu actuellement sur la notion de parentalité, sur le droit de couples homosexuels à élever ensemble et donc avoir des droits parentaux sur les enfants. Voilà un des débats
actuel qui est un débat de société et qui lequel sera très certainement et évidemment suivi par une modification de la législation. Donc je crois que c'est des choses qui sont importantes. Et pour vous dire également aussi d'un point de vue extrêmement pragmatique, essayer de savoir finalement de quoi est-ce que la justice va se mêler dans ces histoires familiales. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vraiment la justice a le droit de se mêler de ça, et est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle peut finalement trancher? Alors, bon, je vous cacherai rien en disant qu'il y a des conflits familiaux, malheureusement. Certains peuvent se régler par la médiation. On aimerait qu'ils se règlent tous à l'amiable et par la médiation. Malheureusement, ils ne se règlent pas tous par ce type de règlement des conflits. Et donc la justice reste saisie d'énormément de problèmes. Je voudrais faire une toute petite parenthèse à propos de la médiation, parce que, pour dire à M. Lascaux que je suis complètement convaincu de l'utilité du recours à la médiation dans tout type de conflit, y compris dans les affaires familiales. Par contre, je voudrais quand même attirer l'attention sur deux choses. Et je vais donner moi aussi deux exemples extrêmement pratiques et concrets. L'un en matière pénale. Vous savez que la médiation pénale est inscrite évidemment dans le code pénal, que c'est un type de règlement des conflits, etc. Je voulais simplement dire que parallèlement donc à ce recours à la médiation, il y a une volonté de combattre, de lutter contre les violences familiales. C'est aussi un des thèmes importants actuels, et c'est extrêmement important puisque c'est quelque chose qui est resté très longtemps dans la sphère du privé et qui maintenant, dont la société s'empare et dont la justice s'empare, et donc il y a une volonté d'y mettre fin, de poursuivre et de réprimer. Je constate, en tant que praticienne, que trop souvent encore, tout ce qui est grande partie des violences familiales ont tendance, par les parquets, à aller systématiquement vers la médiation. Je ne dis pas que c'est pas que ça ne se justifie pas, mais imaginez bien que des femmes victimes de violences à qui on dit maintenant c'est fini, on poursuit, etc., qui constatent que ce type même d'infraction et pas d'autres vont systématiquement vers la voie de la médiation et beaucoup plus rarement vers la voie de la sanction, ça a une importance et une connotation autre, et que la notion de médiation, finalement, là, apparaît comme un frein à une lutte contre un phénomène de société. Donc c'est une réalité actuellement. Alors, ça, je le redis, je ne remets pas en cause ici tout l'intérêt que peut avoir une médiation, et notamment en matière familiale, et c'est vrai que beaucoup de conflits se résolvent. Mais quand les parquets ont pour habitude de renvoyer certains types d'affaires et pas d'autres, les victimes ont tendance à se dire moi je suis pas une victime comme une autre, puisque l'auteur de l'infraction, lui, il va vers la médiation, il va pas devant le tribunal, ce qui est autre chose, et donc il va pas vers la sanction. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse. Donc de quoi se mêle la justice? Alors, il y a la sphère du privé et il y a tout le reste. Parce qu'il reste une sphère du privé dans la vie familiale. Et notamment au moment de la séparation du couple. Pourquoi on se sépare? Pourquoi elle se sépare? Est-ce que c'est parce que la copine de ma femme, elle est mieux qu'elle et que finalement je vis mieux avec elle? Est-ce que ça regarde vraiment la justice, ça? On peut effectivement se poser la question. Et à cette question, je crois qu'on est en train d'y répondre en disant que les causes intimes, privées de la séparation du couple, elles échappent de plus en plus à la notion judiciaire, et c'est bien.
Ça n'a pas toujours été le cas. Les contentieux lourds de divorce pour faute, etc., alors il y en a toujours, mais il y en a quand même de moins en moins, et on sent bien que le législateur a voulu de plus en plus extraire cette partie privée du conflit de la judiciarisation. La meilleure preuve, c'est la dernière réforme relative au divorce qui a complètement distingué les causes du divorce des conséquences financières du divorce. Et ça, c'est extrêmement important parce que si la notion de tort ne devient plus un enjeu financier, on a beaucoup moins besoin de demander au juge d'aller reconnaître qu'un tel ou un tel est dans son tort. Donc vous voyez qu'on sort de plus en plus, et c'est une bonne chose, je crois, de cette intrusion du juge dans ce qui est complètement la sphère du privé, ce qui ne veut pas dire qu'à l'occasion d'une séparation d'un couple, il reste pas un sentiment d'injustice de la part de l'un ou de l'autre sur finalement cette vie commune qui s'achève, mais on n'est plus dans le domaine du judiciaire. Mais je ne veux pas être trop longue parce que je pense on a déjà dépassé le temps, il faut laisser la place au débat. Il y a tout le reste. Il y a tout le reste dans le cadre des conflits familiaux. Il y a évidemment ce problème crucial et qui est de plus en plus, je dirais, prégnant en matière judiciaire, qui est de celui de l'organisation des enfants dans le cadre de la séparation d'un couple. Et c'est pas une chose simple. Vous avez cité un exemple, on va en citer des dizaines d'autres qui vont à l'inverse de celui que vous avez donné, mais peu importe. C'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps à la justice et dans lequel il y a une véritable place et encore plus grande à donner à la médiation, parce que c'est vrai que la solution, c'est quand même d'arriver à faire parler entre eux des parents pour qu'ils s'entendent sur la question de leurs enfants. Et puis il y a aussi toutes les questions je dirais, patrimoniales, de partage. Alors, que ce soit dans le cadre des divorces, un petit peu des Pacs maintenant, mais aussi dans le cadre des successions. Et là aussi, c'est un contentieux extrêmement important. Voilà, donc c'est vraiment très schématique. C'est simplement un point de vue de patricien. Mais voilà les quelques observations que je voulais vous faire. Merci Christine Griffo pour cette intervention qui montre combien il est délicat pour la justice de se mêler de la famille. Oui, pour Corinne Pelluchon, est-ce que la théorie des dominos pourrait être enseignée dès le plus jeune âge pour apprendre en fait aux enfants à pouvoir mesurer les conséquences une fois adultes de leurs actes qui amènent une chaîne d'inconséquences ensuite? Je pensais à l'exemple lynx, renard, rage. En tuant les lynx, les renards prolifèrent, la rage prolifère, et ça se retourne contre l'être humain. Je pense à la perche de Nil, enfin toutes sortes de choses comme ça, qui ne sont pas dans leur biotope d'origine. Alors, je vais répondre également assez rapidement. Alors, d'abord, la prise en compte des conséquences, c'est de toute façon une approche de la morale qui n'exclut pas les autres, mais elle est évidemment importante, justement pour la responsabilité. Maintenant, l'exemple que vous prenez suppose que les rapports de cause à effet sont aussi simples. Or, souvent, ils ne sont pas aussi simples. Et justement, Yves Michaud avait beaucoup insisté hier sur l'importance de la technique qui a beaucoup changé notre monde et les conséquences aujourd'hui, à cause ou grâce à la technique, en tout cas, sont imprévisibles, multiples. Et donc, du coup, de cause à effet, c'est moins simple. Donc, je ne sais plus si votre théorie des dominos, comme ça, serait adéquate. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que plutôt que voir les choses sur la prise en compte des causalités, qui parfois... de manière un peu simple, ce serait plutôt la prise en compte, justement, les modifications, transformations au niveau du public, de la société civile, qu'entraîne la technique. Et la prise en compte de cela et des exigences au niveau de la formation et de l'autonomie politique, ça, c'est vraiment, à mon avis, majeur. Ça va être encore pour Madame Pelluchon. Pendant votre exposé, m'est venu en mémoire un livre qui est paru il y a quelques années qui s'appelait L'éternel Treblinka. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et qui soulève un autre aspect de la question que vous avez abordée, à savoir les liens entre la moralité de ce qu'on fait aux animaux et la transposition. En l'occurrence, je pense que pas beaucoup de gens dans la salle connaissent ce livre,
C'est un livre qui faisait un parallèle entre, un parallèle très choquant, mais c'était aussi l'objet du livre, et puis c'était un parallèle historique très approfondi sur l'abattage des animaux à Chicago, la façon dont c'était organisé, et la façon dont la solution finale a été organisée par les nazis. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce genre d'aspect? Alors d'abord, Éternel Treblinka, ça vient du beau livre d'Isaac Bashevis Singer. C'est c'est bête, un éternel Treblinka. Et donc, ou dans Enemies, où il dit, c'est pas tout à fait le lien entre solution finale et abattage des animaux. C'est le fait qu'un individu qui a connu ça sent une communauté de destin avec ces créatures qui ne peuvent rien dire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Car je crois qu'une analogie un peu lourde entre l'Holocauste et l'abattage d'animaux est quand même difficilement tenable. Et d'ailleurs, la littérature est beaucoup plus forte que le concept pour dire ces choses difficiles à dire, parce que Jean-Marie Coetzee, dans Elisabeth Costello, ne cesse de reprendre cette idée, vous savez, c'est celle qui a eu un prix et qui fait son discours, et voilà, elle dit, voilà, c'est indécent de manger des animaux, et elle compare sans arrêt cela, et à la fois elle prend conscience du fait que c'est pas possible de le dire. Donc c'est très intéressant, je trouve, la littérature qui lit ça. Mais donc, Éternel Treblinka, ce livre de Patterson, est intéressant parce qu'il montre plutôt la rationalisation, l'abattage, comment Ford a eu son idée pour les abattages, comment bon. Mais je crois que ça ne pousse pas à une analogie. Ça pousse plutôt, comme chez Bashevis Singer, à cette idée d'une communauté de destin. Oui, mais comment vous pensez le lien? Je veux dire, on pense le lien, ça voudrait dire, voilà, puisqu'on fait ça aux animaux, regardez ce qu'on a fait aux hommes. Et je trouve que, bon, c'est un peu... c'est comme... Par exemple, quand Elisabeth de Fontenay dit oui, il faut arrêter de parler d'abolition quand on parle de l'abolition de la nourriture carnée. Je le dis, pourtant je suis végétarienne, vous voyez. Mais je pense qu'effectivement, ce mot qui est quand même qui est lié à l'abolition de la peine de mort, qui existe encore, il faut quand même le réserver. Bon, je pense qu'on peut pas mettre tout sur le même plan. Et moi, je trouve, notamment, surtout chez Isaac Bashevis Singer, dans Enemies, ce roman magnifique où cet homme qui a connu la guerre, qui n'a pas été dans les camps, qui a été caché, vous savez, par une servante, qui finalement il épouse après, bon, avec sa culpabilité, et comment il n'arrive pas à voir quand on tue un poulet, ça, il ne peut pas supporter. Donc moi, j'aime mieux cette manière-là de voir, et, qui rappelle aussi Montaigne. Un poulet givrement, c'est bon. Le cousinage avec les bêtes, cette étrangeté, et en même temps communauté de destin. Je trouve que sinon, forcer le trait, comme le fait un peu Patterson, mais c'est un livre beau et compliqué, le livre de Patterson. Mais c'est bien, ça vaut le coup de le lire, parce que bon. Bien, donc nous allons clore cette troisième session et nous retrouver pour le déjeuner philosophique dans le parc du Riad.